L'Australie est l'une des économies les plus prospères du monde. Ses citoyens jouissent d'un niveau de richesse personnelle qui n'est égalé que par 4 ou 5 autres pays de la planète qui sont, dans l'ensemble, beaucoup plus petits. Elle a également bénéficié d'une production économique relativement stable, évitant toute récession depuis plus de 30 ans. Tout cela est formidable, sauf que, selon le raisonnement économique classique, l'économie australienne devrait être un échec total. Elle a commis la plupart des erreurs commises par de nombreux pays dans le monde qui sont actuellement confrontés à l'hyperinflation, au chômage de masse, à des faillites nationales et, dans certains cas, à un échec sociétal presque total. Mais l'Australie tient bon, et la question qui se pose est la suivante. Pourquoi ? En apprenant comment l'Australie est parvenue à éviter la catastrophe tout en adoptant les mêmes mesures que ses homologues dont la situation est bien pire, les économistes pourraient en apprendre beaucoup sur les différences potentiellement minimes qui aboutissent à des résultats radicalement différents. En d'autres termes, pourquoi l'Australie devrait-elle être un échec économique ? Comment a-t-elle évité tous ces problèmes ? Cette chance est-elle viable à long terme ? Et enfin, y a-t-il des enseignements que d'autres pays peuvent tirer de l'approche unique de l'Australie en matière de gestion économique ? Il convient de mentionner que, pour la plupart de ces questions économiques, un autre pays se trouve dans la même situation, à savoir le Canada. Même si, pour la plupart de ses problèmes ou opportunités, le Canada y est confronté d'une manière légèrement moins sévère. Le succès de l'Australie laisse perplexe de nombreux économistes, car à bien des égards, elle possède la richesse et la prospérité d'une économie avancée, rien qu'avec les industries d'une économie en voie de développement. Les forages et les maisons représentent une part inquiétante de la production économique australienne. L'une d'entre elles est une industrie notoirement instable, à la merci des marchés mondiaux, des tensions commerciales et des performances d'autres économies situées à des milliers de kilomètres. La deuxième exportation matérielle de l'Australie est le charbon, un combustible fossile brut que la plupart des pays du monde sont en train d'abandonner dans le cadre de leurs efforts pour respecter davantage l'environnement. L'Australie est également très dépendante d'un seul partenaire commercial, la Chine, qui achète plus de 40% de ses exportations. Bien entendu, l'Australie est dotée de ressources naturelles parmi les plus abondantes au monde, et ces ressources sont réparties entre une très petite population d'un peu moins de 26 millions d'habitants. Ainsi, contrairement à un pays comme les États-Unis, les Australiens pourraient vivre très confortablement de ces revenus, du moins en théorie. Le problème de la vente directe de ressources naturelles brutes à des partenaires commerciaux internationaux, c'est qu'elles sont très rentables et qu'elles ne nécessitent pas de production locale importante. Cela peut sembler réjouissant, et pour les entreprises qui extraient ces ressources, ça l'est, mais pour le pays lui-même, cela peut poser des problèmes majeurs. Nous avons déjà abordé la question de la malédiction des ressources ou du syndrome hollandais dans des dizaines de vidéos sur cette chaîne, et je ne veux pas me répéter trop souvent pour les habitués. Mais en bref, le problème spécifique à l'Australie réside dans le fait qu'il a été très difficile de transformer ces ressources naturelles en une véritable amélioration de l'économie nationale. Les exportations sont comptabilisées comme une composante de la production ou du PIB, au même titre que la consommation, l'investissement et les dépenses publiques. Mais ce n'est pas parce que le transport de terre ou de morceaux de charbon à l'étranger peut donner une bonne image de la production économique qu'il est nécessairement bénéfique pour les acteurs économiques ordinaires du pays. La plupart des grandes exploitations minières australiennes sont incroyablement isolées et emploient une main-d'œuvre relativement peu nombreuse, qui est acheminée jusqu'à ces sites par les sociétés minières, puis rapatriée. C'est ce que l'on appelle les travailleurs fly-in, fly-out, FIFO. Lorsque ces travailleurs sont sur place dans les mines, la plupart des services, de l'alimentation au logement, leur sont fournis par la société pour laquelle ils travaillent. Cette situation a pour effet de séparer l'une des industries les plus lucratives du pays de tout type d'interaction avec le reste de l'économie. Certains secteurs comme la finance ou la technologie, concentrés dans les grandes villes des États-Unis, d'Europe occidentale et d'Asie, sont également très lucratifs. Mais ils contribuent à l'économie locale parce que tous ceux qui travaillent dans ces secteurs sortent faire leurs courses, vont au restaurant et font tout ce qui peut contribuer à l'économie locale autour d'eux. Cette circulation de l'argent signifie que même les personnes qui ne sont pas directement impliquées dans ces grandes industries peuvent en bénéficier. Mais lorsque les centres industriels sont situés à des milliers de kilomètres des grands centres démographiques, il est beaucoup plus difficile pour les travailleurs de faire circuler leur argent. Et en outre, ces mines emploient tout simplement moins de personnel. Ce problème pourrait être résolu si les revenus de ces opérations minières étaient réinjectés dans l'économie nationale. La façon la plus directe d'y parvenir serait évidemment de taxer les ventes de ressources et d'utiliser ensuite ces recettes fiscales pour financer divers projets gouvernementaux.
Bien sûr, les habitués de la chaîne savent déjà que l'exemple par excellence de cette méthode efficace est celui de la Norvège, un autre pays disposant d'une grande richesse en ressources naturelles et d'une population relativement peu nombreuse pour les partager. Le gouvernement norvégien a lourdement taxé les revenus issus des ressources naturelles des entreprises privées et a même créé sa propre entreprise publique pour gérer des revenus directement. Cet argent est ensuite placé sur un gigantesque compte d'épargne nationale appelé Fonds souverain, qui investit l'argent et utilise les revenus pour financer les services gouvernementaux. C'est vraiment l'étalon or pour s'assurer que les richesses en ressources d'un pays profitent à sa population, car contrairement à beaucoup d'autres industries, les ressources naturelles ne créent pas d'activité économique nationale par elles-mêmes. Précisons que l'Australie dispose techniquement d'un fonds souverain, le Future Fund, mais que cet argent provient de la privatisation de sociétés telles que Telstra, l'entreprise de télécommunications australienne. En outre, il ne vaut que 1/7 du fonds norvégien dans un pays qui compte 5 fois plus d'habitants, parce qu'il ne reçoit pas de recettes directes des ressources naturelles. Malheureusement, le gouvernement australien n'a pas réussi à prélever d'impôts directs sur l'exploitation minière. Et aujourd'hui, une grande partie de la richesse générée par cette industrie profite en grande partie à quelques individus extrêmement riches ou à des sociétés internationales d'exploitation des ressources qui renvoient leurs bénéfices dans leur pays d'origine. Les transferts de fonds vers l'étranger ne sont pas pris en compte dans les chiffres de la production économique, de sorte qu'un pays peut perdre de l'argent sans que les économistes ne le sachent en se basant uniquement sur le PIB. Bien entendu, d'autres secteurs comme la technologie et la finance ont également causé des problèmes, tels que des inégalités massives entre les personnes fortunées qui occupent ces emplois lucratifs et les autres. Mais cela se produit encore en Australie dans le secteur minier. Les travailleurs fly-in, fly-out sont extrêmement bien payés et peuvent facilement concurrencer d'autres travailleurs réguliers pour le logement, qui est un autre problème majeur de l'économie australienne. Et un petit nombre de travailleurs bien payés est loin d'être la cause principale de ce problème. Le logement en Australie est l'un des plus chers au monde, ce qui, à première vue, ne semble pas très logique. Le prix du logement, comme celui de tout autre bien ou service, est déterminé par l'offre et la demande. Du côté de l'offre, l'Australie dispose de beaucoup de terres. C'est le 6e plus grand pays du monde par sa masse continentale totale. Et du côté de la demande, il n'y a pas beaucoup d'habitants. L'ensemble du continent est moins peuplé que certaines grandes villes du monde. La raison pour laquelle les logements australiens restent inabordables malgré tout ce territoire à partager entre si peu de personnes peut nous en apprendre beaucoup sur la dynamique du marché. Le prix d'un bien tel qu'une maison peut être fonction de l'offre et de la demande, mais l'offre et la demande elles-mêmes sont déterminées par de nombreux facteurs spécifiques. L'offre en Australie est la question la plus facile à traiter. Certes, le pays est extrêmement vaste, mais la majeure partie est un désert presque totalement inhabité. La grande majorité de la population vit très près de la côte, dans une poignée de villes denses, Sydney et Melbourne principalement, qui sont celles qui se classent le plus haut sur l'échelle de l'inabordabilité. Sydney, la ville la plus chère d'Australie et la 2e plus chère du monde, se trouve dans une sorte de cuvette naturelle entourée de montagnes de 3 côtés et de l'océan du 4e, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de terrain disponible. De plus, les Australiens préfèrent culturellement les grandes maisons indépendantes, ce qui réduit encore l'offre de terrain disponible, car ces maisons prennent beaucoup plus de place que les appartements ou les maisons de ville. Dans les grandes villes australiennes, cette situation a conduit à un étalement urbain où les gens vivent de plus en plus loin des centres et passent de plus en plus de temps en voiture pour se rendre au travail ou dans les zones de loisirs. Pour défendre les habitudes d'achat des Australiens, une vaste industrie de la construction s'est développée dans le pays pour tenter de tirer parti des prix faramineux de l'immobilier. Mais les nouveaux immeubles ont été affectés par des normes de construction épouvantables imposées par des sociétés de développement qui veulent vendre rapidement des maisons pour en tirer le plus grand profit possible. Cela ressemble à beaucoup d'autres pays que nous avons explorés auparavant sur la chaîne. Cette situation a contraint une grande partie de la population qui aurait pu acheter un appartement et y vivre à se mettre à la recherche d'une offre limitée de logements indépendants. En ce qui concerne la demande, ce n'est pas seulement le nombre de consommateurs désireux d'acheter un bien qui importe, mais surtout le fait qu'ils en soient réellement capables. Les Australiens ont en moyenne des revenus très élevés, puisque le pays dispose du salaire minimum le plus élevé au monde après prise en compte des fluctuations des taux de change. L'achat d'une maison est également fortement soutenu par la politique fiscale australienne, qui exonère les maisons de certains impôts si elles sont rentables. L'achat de maisons à des fins d'investissement locatif est encore plus fortement encouragé, car les particuliers peuvent déduire de leurs revenus réguliers certaines dépenses, telles que les intérêts qu'ils paient à la banque ou même la dépréciation.
Le fait de pouvoir déduire les dépenses liées à la détention d'un actif par rapport aux revenus générés par cet actif n'est pas propre à l'Australie. La plupart des pays du monde ont une variante de cette règle. Ce qui est propre à l'Australie, cependant, c'est que ces dépenses ne réduisent pas seulement le revenu généré par cet actif, elles réduisent tout revenu, y compris le revenu que les particuliers tirent d'un emploi. Si un individu gagne 100 000 $ grâce à son travail et 20 000 $ grâce à un investissement immobilier, mais qu'il peut justifier de dépenses de 50 000 $ sur ce bien, il ne paiera des impôts que sur 70 000 $. En Australie, l'impôt sur le revenu est l'un des plus élevés au monde. Dès que le revenu dépasse l'équivalent de 115 000 $ américains, soit 180 000 $ australiens, il faut payer 45% de chaque dollar supplémentaire gagné. Il y a des pays où les taux maximaux sont plus élevés, mais il n'y en a pas beaucoup qui partent d'un revenu aussi bas. Bien sûr, 115 000 $ américains par an, c'est beaucoup d'argent, mais pas nécessairement pour un taux d'imposition aussi extrême dans l'une des économies avancées les plus riches du monde. Mais ne soyez pas pour autant désolés pour les Australiens qui gagnent beaucoup d'argent, car très peu de citoyens paient réellement ces impôts. En effet, il est presque considéré comme financièrement irresponsable de ne pas acheter une nouvelle maison, de déclarer des pertes financières et d'obtenir un taux d'imposition beaucoup plus bas. Les avantages fiscaux que les Australiens retirent de leur logement en ont fait un investissement plutôt qu'un lieu de vie. Malheureusement, cela s'est fait au détriment de l'investissement dans d'autres domaines de l'économie, comme l'innovation technique, qui accuse un retard considérable par rapport à d'autres économies avancées, les États-Unis en particulier, parce que les Australiens préfèrent investir dans des maisons et que le pays ne représente pas un marché aussi important pour l'investissement international. Dans l'ensemble, le logement a aidé l'économie de la manière la plus élémentaire qui soit, car même les pires projets de construction de nouveaux logements emploient encore beaucoup de travailleurs qualifiés pour les construire et les vendre, sans compter le développement des infrastructures nécessaires pour relier toutes ces zones d'expansion urbaine aux services publics et aux routes. Le gouvernement des États australiens profite également de ce système en percevant des recettes fiscales chaque fois qu'une maison est vendue, ce qui, compte tenu des prix élevés des logements, représente une part importante de leur budget. L'Australie est donc une économie aussi fortement dépendante des ressources naturelles de base que des économies comme le Venezuela, la Russie, la République démocratique du Congo, le Brésil, l'Arabie saoudite et l'Iran. Elle a également axé une grande partie de sa richesse, de sa croissance économique et de son emploi sur la spéculation immobilière et le développement de mauvaise qualité, des problèmes auxquels des pays comme la Chine sont actuellement confrontés et qui ont déjà lourdement affecté de nombreuses économies, du Sri Lanka à l'Islande, en passant par les puissants États-Unis. Pourtant, bien qu'elle commette les mêmes erreurs, parfois même de manière plus prononcée, l'économie australienne n'est pas affectée, et ce parce que le système économique australien ne consiste pas à vendre des pierres ou des maisons, mais à vendre l'Australie elle-même. L'Australie est l'une des économies du monde où il est le plus souhaitable d'immigrer, et ce parce qu'elle est incroyablement stable politiquement, qu'elle a un niveau de vie extrêmement élevé, un climat agréable et une forte culture de la diversité. L'Australie est également un pays anglophone dont la langue est déjà largement répandue, ce qui facilite la vie des ressortissants des États-Unis, du Canada et de l'Angleterre qui viennent s'y installer. En outre, l'anglais est la deuxième langue la plus parlée au monde, ce qui signifie que de nombreux diplômés du monde entier peuvent le parler suffisamment couramment pour vivre et travailler en Australie, même s'il ne s'agit pas de leur première langue. Les écoles australiennes sont également de renommée mondiale, les meilleures universités se classant au même niveau que les écoles de l'Ivy League aux États-Unis et les institutions similaires en Europe, voire les surpassant souvent. Même certains lycées australiens, comme la James Rouse Agricultural School, jouissent d'une réputation internationale auprès des immigrés fortunés qui souhaitent s'installer dans un pays où leurs enfants recevront une bonne éducation. L'éducation est devenue l'un des produits d'exportation les plus précieux pour l'Australie, et elle rapporte bien plus que les milliards de dollars de frais de scolarité qui entrent dans le pays chaque année. Nous avons déjà abordé la question de la migration des étudiants dans de nombreuses vidéos sur cette chaîne, y compris la dernière fois que nous avons exploré l'économie de l'Australie il y a 2 ans. Et ce parce que l'endroit où les jeunes et les personnes éduquées du monde entier s'installent est l'une des variables les plus importantes qui détermineront l'avenir d'une économie mondiale de plus en plus basée sur l'intelligence. En outre, l'industrie mondiale de l'éducation est massive et apporte une valeur ajoutée considérable. Un étudiant venant de l'étranger pour étudier est presque l'opportunité économique parfaite pour n'importe quel pays. Lorsqu'ils arrivent, ils apportent de l'argent avec eux pour stimuler l'économie locale en payant des biens de consommation de base et un logement.
Pendant leurs études, ils paieront des dizaines de milliers de dollars par an en frais de scolarité aux universités, qui, à leur tour, emploieront de nombreuses personnes et mèneront de nombreuses recherches susceptibles de stimuler encore davantage l'économie. Lorsque les étudiants auront fini de payer tout cet argent et qu'ils seront diplômés, le pays d'accueil pourra, dans de nombreux cas, choisir de garder le jeune travailleur fraîchement qualifié au tout début de sa carrière, où il pourra apporter une valeur ajoutée à l'économie et payer des impôts pendant le plus longtemps possible. En Australie, les étudiants ne sont pas les seuls à venir apporter une contribution importante à l'économie locale. De nombreuses personnes déjà hautement qualifiées et fortunées souhaitent s'installer dans ce pays. Les villes du pays sont peut-être incroyablement chères, mais c'est parce qu'elles sont régulièrement classées parmi les plus agréables à vivre au monde. Les indicateurs de qualité de vie en Australie sont similaires à ceux des pays scandinaves, mais des pays comme la Norvège, la Suède ou le Danemark, aussi formidables soient-ils sur le plan économique, ressemblent à cela pendant la majeure partie de l'année, alors que l'Australie ressemble à cela. Il s'agit là d'éléments bien réels qui ne sont pas pris en compte dans les indicateurs économiques, mais que les personnes les plus demandées du monde entier prennent en considération avant de s'installer dans un nouveau pays pour y commencer une nouvelle vie. Les autres pays qui rivalisent avec l'Australie en termes de mode de vie ont également tendance à s'isoler, alors que l'Australie encourage activement la migration, pour autant que les migrants apportent quelque chose de valeur avec eux, soit des compétences recherchées, beaucoup d'argent, ou, à tout le moins, la volonté d'occuper des emplois que personne d'autre en Australie ne veut faire. Les résultats parlent d'eux-mêmes. L'Australie prévoit d'accueillir 1,5 million de migrants au cours des 4 prochaines années et n'aura aucun mal à attirer autant de personnes. Qui plus est, la plupart d'entre eux auront des compétences très demandées et apporteront sûrement beaucoup d'argent injecté dans l'économie australienne. Loger les personnes qui s'installent en Australie est devenu l'une des plus grandes industries du pays et c'est ce qui a permis aux Australiens actuels de faire partie des personnes les plus riches de la planète. Le fait de posséder une maison à proximité de l'une des rares grandes villes australiennes a permis aux habitants de gagner des millions de dollars, car l'offre de ces maisons est étonnamment limitée dans un pays aussi vaste, et la demande augmente chaque année à mesure que des centaines de milliers de personnes tentent de s'installer dans ce pays idyllique. À l'échelle macroéconomique, ce succès est en quelque sorte une question de compromis. D'un point de vue positif, le fait d'être un pays très agréable à visiter ou à vivre est un élément remarquablement stable sur lequel on peut bâtir une économie. En dehors des troubles civils internes, il n'y a pas grand-chose qui puisse faire de l'Australie un lieu indésirable pour les touristes ou les résidents à long terme. Toutefois, si les choses semblent favorables à l'Australien moyen, ce succès n'a pas été partagé de manière égale. La production du pays n'a pas augmenté au cours de la dernière décennie, et en raison de la croissance démographique, elle a régressé par habitant. Cependant, la croissance de la richesse sans production, et par extension sans croissance des revenus, signifie qu'il est plus difficile financièrement pour les jeunes Australiens qui n'ont pas encore accumulé de richesse dans les grandes villes australiennes, en particulier pour la question du logement, comme nous l'avons vu plus haut. Cela signifie également qu'ils ne bénéficient pas des allègements fiscaux dont bénéficient les propriétaires immobiliers, de sorte qu'au cours de leur vie, ils finissent par contribuer davantage tout en recevant moins. Bien sûr, l'Australie n'est pas le seul pays où le logement est inabordable. Mais dans d'autres grandes villes du monde, les prix de l'immobilier dépendent largement de la possibilité d'obtenir des revenus plus élevés. Aux États-Unis, les villes les plus chères sont toutes celles où sont implantées de grandes industries hautement techniques qui paient très bien leurs employés. Dans les villes australiennes, les logements sont encore plus chers, mais les salaires sont en moyenne nettement inférieurs à ceux des grands centres mondiaux. Ce ne sont pas les revenus qui maintiennent les prix à un niveau élevé, mais la demande pour le mode de vie, l'ouverture aux nouveaux résidents et les allègements fiscaux des maisons qui alimentent la demande. Malheureusement, pour les acteurs économiques ordinaires en Australie, il est difficile de se payer une maison avec un bon café et un temps agréable. C'est cette combinaison unique de facteurs qui a presque fait de l'Australie un exemple de ce qui peut arriver si l'on laisse des secteurs comme le logement se développer sans contrôle. Malheureusement pour l'Australie, il se peut qu'elle se trouve aujourd'hui dans une position où il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous connaissez le refrain. Personne ne peut prédire l'avenir et encore moins les économistes. Mais l'Australie est désormais coincée entre le marteau et l'enclume. Si elle ralentit l'immigration afin de réduire la concurrence pour ses résidents actuels dans des domaines tels que le logement, son marché surgonflé pourrait détruire une part importante de la richesse du pays. Elle peut continuer à accueillir de nouveaux arrivants, mais si cela ne se traduit pas par le développement d'industries plus productives en dehors de la construction de maisons et du forage, alors les personnes qui ont déjà investi en Australie s'en sortiront bien, mais il sera plus difficile pour les jeunes de profiter de leur qualité de vie élevée, ce qui constitue un échec économique en soi. Nous avons beaucoup parlé d'immigration et de commerce extérieur dans cette vidéo, et la relation unique de l'Australie avec la Chine est au centre de ces deux questions. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi cela ressemblerait si la Chine envahissait l'Australie,
Nous avons réalisé une vidéo à ce sujet sur notre chaîne de géopolitique, Context Matters, et vous devriez pouvoir cliquer dessus sur votre écran dès maintenant. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao.